Anthony Ashley Cooper, comte de Shaftesbury, un authentique lord issu de l'aristocratie anglaise qui mène la grande vie sur la Côte d'Azur. Il partage son existence dorée avec son épouse Jamila, une ancienne escort girl de 30 ans sa cadette. Mais le 5 novembre 2004, Lord Shaftesbury disparaît. Son corps est retrouvé 5 mois plus tard dans un ravin à quelques kilomètres de Cannes. Sa sœur, Lady Frances Ashley Cooper, nous ramène sur les lieux. Voilà, c'est un espèce de ravin. Vous voyez que c'est un ravin? Et ils l'ont, de la voiture, ils l'ont jeté là. Et en plus, c'est une décharge sauvage, donc il était recouvert d'immondices. Et les animaux l'avaient mangé, bien sûr. Et je trouve ça indigne de faire ça. Jeter comme ça un corps, mais comme une carcasse, quoi, comme quelque chose dont on a tout pressé, on a tout pris, et maintenant on n'en veut plus, on se débarrasse, on balance, parce qu'il n'y a plus rien à prendre. L'homme retrouvé dans le ravin est issu de l'une des plus anciennes familles de la noblesse britannique. Héritier d'un domaine de 5000 hectares situé dans le sud de l'Angleterre, il a un siège à la Chambre des Lords, fréquente la haute société et même le prince Charles. Depuis 2 ans, il vit à Cannes avec sa femme Jamila. Mais son mariage tourne mal. Anthony Ashley Cooper broie du noir. Inquiet, il consulte une voyante. La veille de sa mort, il se rend chez Madame Sylvia. Donc, il est venu dans mon bureau. Je fais le tarot comme quand il est là. Lui, il coupe tout simplement. Voilà, et à partir de là, je prends le jeu. Et regardez, c'est très bizarre parce qu'on parle du Lord et les tarots m'indiquent la mort. Alors qu'on vient simplement, il n'est pas là, mais on en parle. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous voyez le bouleversement, la tragédie, la mort. Donc ce n'est pas une mort simple, hein, c'est une mort violente. Qui était Lord Shaftesbury et pourquoi a-t-il disparu? En 2000, après 2 divorces et le décès de sa mère, le Lord se met à boire. Il a besoin de compagnie. Il fait appel à des agences d'escort girl. Il ne supportait pas du tout la solitude. Pas du tout, du tout, du tout. Donc il s'est réfugié auprès de personnes qui moyennant finance, l'écoutaient, l'entouraient. Toutes ces femmes étaient intéressées par son argent plus que par lui-même, je pense. C'est en faisant appel à ces agences d'escorte qu'il rencontre Jamila Mbarek. Elle a 30 ans, il en a 60. C'est le genre de femme qui sait mettre en valeur un homme pour qu'il se sente bien, qui sait comment y faire, je pense. C'est une belle femme? Ah oui, moi c'était une femme très séduisante, oui. Le Lord tombe amoureux. 2 ans plus tard, il épouse Jamila. Il achète un appartement dans cette villa huppée de Cannes. Il couvre sa femme de cadeaux et lui verse une rente mensuelle de 7000 €. La nouvelle comtesse de Shaftesbury mène la grande vie. Il ne comptait pas pour les femmes, il leur offrait, par exemple, cet appartement somptueux pour son épouse. Il avait acheté ce moulin dans le Gers, il leur achetait tout ce qu'elle voulait, nos vêtements, bijoux, etc. Il était très généreux, très très généreux. Mais rapidement, la relation du couple dégénère. Anthony s'aperçoit que Jamila est une femme intéressée. Avec son frère Mohamed, elle lui demande toujours plus d'argent. Je crois qu'il avait peur du frère de Jamila, qui le menaçait et qui lui demandait toujours de l'argent. C'était comme une espèce de vache laitière pour la famille entière. Hein. Le Lord vit très mal cette situation. Il noie son chagrin dans l'alcool et fréquente les bars à hôtesse cannois. C'est là qu'un soir d'août 2004, il rencontre une autre femme, Nadia. Il quitte alors Jamila et s'installe avec Nadia et ses 3 enfants, à Vence, dans l'arrière-pays niçois. Elle est là, la maison. Elle est là. Voilà. On était tranquille ici. Hein. Il y avait une petite terrasse à nous devant. Et puis lui, il s'occupait de ça.
Il s'occupait du jardin, il faisait un peu de tout. Le matin, il allait chercher les croissants, ce qui est gentil. Alors je trouvais, il prenait mon fils, moi je restais devant le seuil de la porte à le regarder. Je disais, mais mon Dieu, tout est possible, il ne faut jamais perdre l'espoir. C'est dans ce cadre paisible qu'Anthony passe le dernier mois de sa vie. La seule ombre au tableau, son divorce avec Jamila qui se passe très mal. Il était sous l'emprise de sa femme, de Jamila et de sa famille, de son frère. C'était du forcing, c'était de l'harcèlement, des menaces. Nadia a rencontré Jamila une seule fois, en octobre 2004, un mois avant la disparition du Lord, mais elle s'en souvient encore. J'ai eu la chair de poule quand elle était devant moi. On dirait le diable. Et elle me l'a dit avec sa propre bouche, parce qu'elle me parlait en arabe. Elle me dit, tu sais, elle me dit, moi, j'ai tous comment on appelle, les tours du diable dans ma poche. Ce jour-là, Jamila se confie à Nadia. Elle lui propose un pacte. L'épouse du Lord est prête à tout pour éviter le divorce. Elle me l'a dit même avec sa propre bouche. Elle m'a dit, moi, les autres qui lui prennent de l'argent, ça, je m'en fous. Mais je ne veux pas qu'il divorce, elle voulait qu'il reste sous son emprise. Si tu veux, elle me disait, on se le fait à deux. Elle voulait que je sois son allié pour soutirer l'argent d'Anthony, quoi. Elle voulait quelqu'un qui l'aide pour arriver à ses fins. Alors que s'est-il passé le 5 novembre 2004 ? Le matin de sa disparition, le Lord appelle son épouse, Jamila. Il l'invite à déjeuner dans ce palace cannois pour régler leur divorce. Elle refuse, mais elle lui propose de venir chez elle, à la villa. Vers midi, il franchit le seuil de la maison. Plus personne ne le reverra vivant. La première à s'inquiéter de la disparition du Lord, c'est Nadia. Elle sait qu'Anthony avait rendez-vous avec son épouse. Elle téléphone alors à Jamila. Je lui dis, écoute, Jamila, il y a des individus que je n'aime pas du tout, ce sont les voyous. Je lui dis ça, hein. Et puis, je lui dis que j'allais voir la police. Et c'est la première fois qu'elle a été, elle m'a dit, tu sais, tu as des enfants. Ça veut dire que c'est une menace. Nadia alerte quand même la police. Pendant 3 mois, l'enquête piétine. Jamila prétend ne rien savoir, mais fragilisée psychologiquement, internée en hôpital psychiatrique, elle finit par avouer que son frère Mohamed a tué accidentellement le Lord chez elle. Il va y avoir une bagarre entre hommes. Elle va dire que son frère avait bu pas mal déjà ce matin-là, et ça s'est établi par le dossier qu'il buvait pas mal. Le Lord, lui aussi, était ivre. En tout cas, il était éméché. Et ça, on a la preuve que c'est vrai, puisqu'il avait bu pas mal d'alcool déjà. Voilà, il va y avoir un croche-pied, il va tomber par terre, ils vont tenter de s'étrangler l'un l'autre. Elle va leur dire d'arrêter, et puis malheureusement, à un moment donné, donc Mohamed va l'étrangler, va prendre le dessus, va l'étrangler, et le Lord va rester sans vie. Voilà. L'enquêteur m'a téléphoné que mon frère était mort et qu'il était mort étranglé et que c'était un accident. C'était présenté comme un accident. Et moi, à ce moment-là, l'accident, pour moi, c'était inimaginable qu'on puisse étrangler quelqu'un par accident. Le lendemain des aveux de Jamila, Mohamed est arrêté, mais il nie les faits. Il prétend que le jour du crime, il était chez lui en Allemagne. La veille du drame, il a bien pris un avion pour Munich. Arrivé en Allemagne, il dépose même un peu d'argent sur un compte pour laisser une trace de son passage. Il arrive le 4 novembre à Munich en début d'après-midi. Il va passer les 2 heures qui suivent son arrivée à se fabriquer un alibi. Ce sera démontré de façon absolument incontestable par la procédure. Il va se fabriquer un alibi. Pour 2 heures après, prendre son véhicule et revenir de Munich à Cannes en voiture. Mohamed roule toute la nuit pour arriver chez Jamila, où il attend le compte.
Le frère et la sœur auraient donc tendu un guet-apens au lord. Ils sont incarcérés à la maison d'arrêt de Nice. Pour les confondre, les enquêteurs mettent en place des écoutes au parloir. Jamila se trahit lors d'une conversation avec sa sœur. Elle a donné à son frère, c'est le contrat, comme prix du crime, la somme de 150 000 € et elle ajoute cash. 150 000 € cash. Voilà ce qui se dit lors de ce parloir entre Jamila Mbarek et sa sœur. Mais pourquoi Jamila aurait-elle voulu tuer son mari? Le lord voulait divorcer. Jamila n'y avait aucun intérêt. Je pense qu'elle s'est affolée à l'idée de tout perdre. Parce que elle avait le droit à des pensions quand même énormes en tant que veuve, elle avait le droit à beaucoup de choses. Donc elle s'est dit d'un coup, si je divorce, je ne suis plus mon statut, c'est quelqu'un d'autre qui aura. Mon frère voulait lui enlever l'appartement. L'appartement qu'il avait financé intégralement, donc qui vaut à cette période-là déjà 1 million d'euros, de reprendre le moulin dans le Gers, de révoquer le testament. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour quelqu'un, sans compter que Anthony Ashley Cooper part avec sa rivale. Mai 2007, Jamila et Mohamed Mbarek comparaissent devant la cour d'assises de Nice. Ils risquent la perpétuité pour homicide avec préméditation. Au premier jour du procès, Mohamed s'adresse à la presse. On est conscient, pour rien, pour un coup de poing. C'est tout, il m'a donné un coup de poing, j'ai donné un coup de poing. C'est tout. C'est mon beau-frère et je l'aime. Tout au long du procès, Mohamed et Jamila nient avoir prémédité l'assassinat du lord. Si on avait moins instruit à charge, si on avait essayé de comprendre les choses dans le dossier, on aurait requalifié en coup volontaire du frère ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Dans ce cas-là, Mohamed et Jamila risquaient moins de 10 ans de prison. Mais leurs arguments ne réussiront pas à convaincre les jurés. Au terme de 4 jours d'audience, le frère et la sœur sont condamnés à 25 ans de prison. Ils font appel. Aix-en-Provence, il y a 2 semaines. Frances et son avocat se retrouvent à la veille du 2e procès dans un hôtel de la ville. Mais ce jour-là, un élément nouveau vient d'apparaître. Mohamed ne fait plus appel. Cette fois, le procès se tiendra sans lui. C'est un nouveau procès qui commence avec déjà un événement très important. Oui. Avant même le début du procès, Oui. c'est le désistement de Ouais. Mohamed Mbarek. Ce qui signifie que Mohamed Mbarek a accepté sa culpabilité. Ah oui. Qu'est-ce qui est le plus dur dans tout ça? C'est de passer tout ce temps avec les assassins de mon frère. Ça, c'est très dur. Qu'est-ce que vous en attendez? Moi, j'attends que l'accusé soit condamné. Je n'ai aucune option sur le nombre d'années, mais qu'elle soit condamnée, parce que j'ai besoin de justice. Tribunal d'Aix-en-Provence, 8h30. Le procès de Jamila Mbarek s'ouvre. L'événement est médiatisé. Frances arrive sous le regard des caméras. Elle va retrouver sa famille, venue spécialement d'Angleterre pour l'occasion, et notamment le fils du lord. Comment vous vous sentez ce matin? Stressée, comme d'habitude. Pour soutenir Jamila, sa sœur Fatima, arrivée de Tunisie le matin même, et quelques amis. Aucun d'entre eux ne souhaite nous parler. Le procès commence, il va durer 8 jours. Cette fois-ci, Jamila Mbarek est seule dans le box des accusés. Pour commencer, un enquêteur de personnalité dresse son portrait devant la cour. Jamila est née à Lens, dans le nord de la France, où son père était mineur de fond. Un père violent qui battait femmes et enfants. Sur les 7 frères et sœurs de Jamila, 6 ont connu des séjours en hôpital psychiatrique. C'est une femme qui a vécu ces conditions très modestes, avec l'espoir un jour de connaître la grande vie. Voilà. Pour elle, d'ailleurs, et puis éventuellement pour sa famille, en espérant l'aider. Voilà. Donc on peut dire que ça a été son but depuis son adolescence, hein, et en gros, elle y est parvenue. Pour parvenir à ses fins, Jamila s'est usée de ses charmes. Elle collectionne les amants, français, allemands, américains, et finit par épouser un Hollandais, avec qui elle a 2 enfants.
des hommes qui ont tous un point commun. Le point commun, c'est le but qu'elle a toujours visé dans sa vie, c'est-à-dire avoir une vie de luxe, une vie facile. Elle n'a jamais travaillé. Elle n'a jamais travaillé, cette femme. Elle a toujours vécu sur le dos des hommes riches qu'elle a séduits au fur et à mesure qu'elle les rencontrait, quoi, voilà. Quand le président interroge Djamila sur sa vie avec le Lord, elle répond « J'ai supporté l'insupportable » et accable son époux qui, selon elle, buvait et ramenait des prostituées à la maison. Pour les proches du Lord, ces paroles sont insupportables. Oui, je suis choquée, oui. Qu'est-ce qui vous choque? Son attitude, ses mensonges, cette méchanceté, ça me choque énormément. Nous, on n'a jamais été comme ça. Moi, j'ai jamais été méchante avec elle. Jamais. Je suis très choquée. Voilà. Mais je ne suis pas persuadé, c'est un euphémisme, que ça puisse leur servir. Je suis même assez consterné de la situation. Voilà. Et puis l'énumération de toutes ces femmes qui sont bien avant qu'ils rencontrent Djamila, ça n'a rien à voir avec elle, c'est les 10 ans auparavant. Bien sûr. Qu'est-ce que ça vient faire là? À ce moment-là, tous les mecs qui ont des maîtresses, on va les trucider, les jeter dans un fossé. Dernier jour du procès. L'avocat général requiert 25 ans de prison, la même peine qu'en première instance. Mais Maître Bismuth, l'avocat de Djamila, lui, plaide l'acquittement. C'est un procès douloureux, il y a quand même mort d'homme, sauf que ma cliente est absolument innocente, hein, donc le problème, c'est celui des juges et des jurés. Il est 18h, les jurés quittent la salle d'audience pour délibérer. Frances sort épuisée de cette journée. Elle se retire en famille dans une brasserie à proximité du tribunal. L'attente va être longue. Tous sont inquiets, ils craignent l'acquittement de Djamila. Le résultat de cette attente, pour moi, est fondamental pour le reste de ma vie. Quand même. Je veux dire, c'est pas n'importe quoi. C'est la mémoire de mon frère qui est en question. C'est si elle est acquittée de ça, c'est comme si on le tuait une deuxième fois. 22h. Après 4 heures de délibération, la cour va rendre son verdict. Frances et les proches du Lord regagnent la salle d'audience. Djamila est condamnée à 20 ans de prison pour complicité de meurtre avec préméditation. 5 ans de moins qu'en première instance. Mais les proches du Lord sont satisfaits. Maître, tout simplement, vous êtes satisfait? Écoutez, c'est une décision attendue. Je le dis depuis le début de ce procès. C'est une décision attendue. Frances annonce la nouvelle à son fils. Sébastien, c'est bon. Ça va. Pour lui, c'est un plagiat. Oui, ça va. Elle a été condamnée pour les trois chefs d'accusation. Et ouais, préméditation, et voilà. Donc on est très émus, très soulagés. Et je pense à mon frère. 4 ans après le meurtre du Lord, Frances et sa famille espèrent pouvoir enfin tourner la page. Mais Djamila a décidé de se pourvoir en cassation. Si sa demande est acceptée, elle sera jugée une 3e fois.